Bonjour et merci de votre fidélité à notre rendez-vous en visioconférence sur liondécideur.com et les réseaux sociaux associés. Aujourd'hui, nous retrouvons le directeur régional de la Banque de France, Christian-Jacques Béret. Bonjour. Bonjour Monsieur Haché, je suis très content d'être parmi vous. Voilà, pour un point bien sûr sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes après un mois de confinement. Tout de suite, le journal Écho, avant d'évoquer votre enquête trimestrielle, coup de projecteur sur celle de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, à travers près de 2000 échanges entre ses conseillers et des entreprises du territoire la semaine dernière. Premier chiffre à retenir, 63% des entreprises continuent leur activité, soit pratiquement 2 sur 3, mais avec de très fortes disparités, évidemment. Dans l'industrie et les services, ce sont 3 entreprises sur 4 qui maintiennent une activité, tandis que, bien sûr, pour les cafés, hôtels, restaurants, ils sont presque tous à l'arrêt. Deuxième chiffre à retenir, 85% des entreprises enregistrent une baisse des commandes et des ventes, chiffre qui monte à 97% pour le café, hôtel, restaurant. Chute des ventes liées à des ruptures d'approvisionnement, mais aussi à des difficultés de livraison client. Troisième chiffre, près de 75% des entreprises ont recours au chômage partiel et 40% au télétravail. Moins d'une entreprise sur 5 compte des équipes présentes sur site. Enfin, quatrième et dernier chiffre, 67% des entreprises reportent leurs échéances, en priorité les échéances fiscales et sociales, mais aussi en matière bancaire. Les chefs d'entreprise réclament carrément l'annulation des charges fiscales et sociales pour toute la durée du confinement, demande qui a été acceptée, on en reparlera bien sûr par le gouvernement, en ce qui concerne bien sûr les secteurs dont l'activité est à l'arrêt forcé, comme les cafés, les restaurants, entre autres. Je vous rappelle, pour finir, le numéro de la CCI, numéro d'urgence, de la cellule d'urgence de la CCI, le 04 72 40 58 58. Il fonctionne 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Alors, Christian Jacques Béret, je voulais évidemment vous interroger par rapport à ces chiffres. J'imagine qu'ils coïncident tout à fait avec ceux que vous avez, vous, à l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je dirais que c'est un panorama qui est un peu effrayant, hein. C'est très mauvais. C'est d'autant plus désagréable pour moi je suis très heureux que vous m'interviewez, mais dans des conditions pareilles, c'est que jusqu'à présent, j'ai toujours eu le discours, d'ailleurs je l'ai encore tenu il n'y a pas si longtemps, au début de cette année, au public ici à Lyon, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les résultats de notre enquête annuelle. J'ai dû conclure de façon très naturelle en disant que cette région avait quand même une grosse capacité d'innovation, de travail, de financement, de résistance aussi, de résilience. Alors on verra justement dans les semaines qui viennent cette capacité de résilience par rapport en général aux tournants qui se produisent dans l'économie nationale. Disons que la région Rhône-Alpes-Auvergne résiste mieux. Alors quelquefois il y a un temps de retard, mais en général c'est tout de même une meilleure résistance. Pourquoi? Qualité du tissu, je l'ai déjà dit, on le constate quand on connaît les entreprises, on voit bien qu'elle est globalement un peu meilleur qu'au plan national, ce ne sont des moyennes bien sûr, mais tout de même on a un tissu de bonne qualité, très innovant et surtout très diversifié. Je veux dire par là que cette région, quand on parle en macroéconomie et globalement, nous avons une région où tous les secteurs sont représentés, et je le dis toujours quand on me demande quelle est la spécialité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je dis j'en sais rien, parce qu'elle les a toutes, et elle les a toutes de façon bien représentée, c'est pas anecdotique, je veux dire même le luxe, tout y est. Donc ça m'est d'autant plus pénible de dire que ça va mal, et en plus, dans nos études mensuelles, parce que vous avez eu les résultats de l'étude nationale qui ont été largement commentés par vos confrères au début de la semaine et qui vont évidemment sont assez catastrophiques, qui ressemblent un peu aux nôtres. Ceci dit, nous avons la mémoire très courte en l'occurrence, puisque, et ça fait vraiment peine, c'est qu'au début de cette année, certes, la fin de l'année dernière, on voyait bien que ça n'allait pas très bien. Nous-mêmes, nous avions observé dans notre étude régionale que des éléments comme l'investissement, par exemple, n'étaient pas très porteurs. L'exportation non plus pouvait mieux faire. Enfin, on avait quelques points de faiblesse qui montraient que ça n'allait pas très bien. Pour autant, c'était quand même considérablement meilleur qu'aujourd'hui. Et je constate avec effroi, je suis allé reprendre dans la perspective de votre interrogation, je suis allé reprendre ce que nous prévoyons, non pas vous dire qu'on s'est trompé, mais pour dire que l'imprévu, c'est l'imprévu. Ce que nous prévoyons pour l'année 2020, mais c'était des hausses de chiffre d'affaires de 2%, de 4%, de 4,8%, dans la construction, dans les services, dans les... Enfin, tout était...
C'était pas glorieux, mais c'était quand même bon. C'était bon, moins bon que d'habitude, mais c'était bon. Et le mois de mars, ça a été vraiment le choc. Toute l'économie est affectée, et plus encore dans certains secteurs particulièrement forts dans cette région. Donc on pense à bien sûr tout ce qui est café, hôtel, restaurant, je l'ai dit, tout ce qui est tourisme, événementiel, et puis aussi bien sûr très touché le secteur du bâtiment. Alors, tous les secteurs sont touchés. C'est plutôt dans le temps que ça se passe, plus que dans les secteurs eux-mêmes. Je pense que les premiers touchés, c'était l'événementiel, les cafés, hôtels, restaurants, effectivement, les CHR, comme on dit dans le jargon de métier, et puis les transports de passagers, tout ce qui touche au tourisme, bien entendu, et puis assez rapidement, l'industrie. Pourquoi? Parce que l'industrie, il y a des entreprises qui ont commencé à avoir assez rapidement des problèmes d'approvisionnement, des ruptures de chaînes logistiques, de chaînes d'appro, et puis, il faut le dire aussi, à partir du confinement, c'était l'inquiétude, notamment des chefs d'entreprise, des salariés aussi d'ailleurs, mais des chefs d'entreprise qui ne voulaient pas se retrouver avec un risque pénal important en cas ils avaient peur d'être mis en cause pour ne pas avoir assuré, comme le Code du travail le demande, avec obligation de résultat même dans un certain nombre de cas, la santé physique et morale de leurs salariés, avec évidemment les risques totalement inédit, je dirais pas inattendu, parce qu'on avait déjà eu des pandémies par le passé, mais qui n'avaient pas du tout la même dimension, et donc en tout cas inédit par leur ampleur et la vitesse de propagation, où on voit bien que, comme en matière financière, si vous voulez, je fais un parallèle qui est peut-être qui vaut ce qu'il vaut, on a eu la crise précédente qui était différente de celle-ci, la grosse crise précédente, qui est 2007, 2008, 2009, c'était une crise financière. C'est une crise financière, et là, nous sommes aperçus d'une part des défauts du système, et d'autre part de la nuisance, de la rapidité de propagation des bonnes nouvelles comme des mauvaises. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas bons dans le système financier international, et lorsque ça a craqué à un endroit, ça s'est répandu à toute vitesse dans le monde entier, provoquant un petit peu des catastrophes en chaîne. Bon, là, ça n'a pas commencé par une crise financière forte, heureusement, et c'est juste pourquoi? Parce que on sait faire maintenant, depuis, nous avons pris les mesures, et on sait faire. On sait à la fois les traiter, les crises financières, et dans la mesure du possible, les éviter. Donc on a évité cette conjonction maudite aujourd'hui entre la crise financière et la crise de l'économie réelle qui a été épouvantable et très rapide. Et c'est heureusement qu'on a évité la crise financière pour pouvoir permettre tout cet arsenal du jamais vu dans l'histoire depuis très longtemps, depuis les guerres, cet arsenal financier gigantesque qui a été mis en place. On va en dire un mot. Alors, j'évoquais la situation très compliquée aussi, par exemple, pour le secteur du BTP, avec cet appel lancé pas plus tard qu'hier par les responsables du secteur, qui disent clairement, pour reprendre les chantiers, nous ne pourrons pas supporter seuls le coût des mesures de sécurité qui se mettent en place. Écoutez, là, la question que vous me posez, il faut la poser au pouvoir public, parce que je ne les représente pas. Donc, ce que je peux dire tout de même, c'est que l'État, les États d'ailleurs, mais le nôtre en particulier, a mis en place un arsenal énorme pour faire face à la situation, au niveau européen, même si ça a un petit peu hésité au dernier moment, mais sur quelques milliards ou dizaines de milliards, mais quand on pense aux centaines de milliards, aux milliers de milliards qu'on a injectés, heureusement très tôt et en amont dans l'économie pour éviter la catastrophe financière, c'est déjà un grand succès, et un succès européen d'ailleurs, et français bien entendu, puisqu'on applique, et nous avons la chance en France d'avoir un système social, il ne faut pas l'oublier non plus, on a un système social qui certes a peut-être montré les limites des capacités au plan sanitaire, mais en tout cas au plan social, on a une grande partie des citoyens français dont le revenu est à peu près préservé. Je dis bien à peu près, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est préservé, loin s'en faut. Mais on a tout de même, on n'a pas la situation aux États-Unis, toute comparaison mise à part, enfin je veux dire, c'est pas proportionnel bien sûr, parce que les États-Unis c'est l'équivalent de la zone euro, c'est 300 millions d'habitants, mais enfin ils en sont à 30 millions de chômeurs, on ne fait pas ces choses-là. En matière de report de charges, Christian-Jacques Guéret, est-ce qu'il faudra aller plus loin en termes et aller vers des annulations plus simples, comme ça a déjà été annoncé par le ministre Gérald Darmanin pour tout ce qui est restauration, tourisme? Vous savez, je ne peux pas vous répondre à la place du ministre et du gouvernement, une fois encore.
Mais je peux vous dire que le dilemme, c'est un dilemme d'offre et de demande. Du côté de la demande, c'est-à-dire les consommateurs, vous voyez bien que la consommation elle a diminué d'un tiers, quasiment d'un coup. Bon, c'est pas tellement de ce côté-là. Et les revenus sont à peu près préservés, je dis bien à peu près, attention. Mais à peu près préservés globalement par rapport à d'autres pays, je pense notamment outre-Atlantique, hein, où c'est vraiment un choc très très important de ce côté-là. Et du côté de la demande, ce que nous voulons éviter, de la même manière qu'on essaye de sauver au plan sanitaire les Français, nos concitoyens, il y a une autre urgence qui est celle de sauver les entreprises, parce qu'elle, c'est l'offre qui permettra aux mêmes citoyens de survivre et de vivre normalement ou à peu près en sortie de crise. Donc on a une urgence qui est quasiment concomitante de préserver la population, c'est le job du gouvernement et des autorités sanitaires, de préserver l'économie française, c'est aussi le job du gouvernement, et nous, notre job au milieu, enfin au milieu ou à côté si vous voulez, c'est de permettre que ça se fasse. Alors le côté sanitaire, on n'y peut rien, on a contribué comme tout le monde, on a donné tous nos masques, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais le côté économique, nous avons mis en place toutes les conditions pour que les banques puissent prêter tout l'arsenal qui a été proposé par l'État et qu'elles puissent prêter encore avec les quelques, nous en sommes au niveau européen, quelque chose d'assez monstrueux, de 3 000 milliards d'euros qui ont été mis à la disposition indirectement des banques pour qu'elles puissent à leur tour prêter. On leur a mis à disposition ce fonds de liquidité pour qu'elles puissent prêter. Et les marchés, pour les États et pour les grandes entreprises, on a injecté encore 1 000 milliards supplémentaires. Ça fait 4 000 milliards, ça fait le tiers du PIB de la zone euro. S'il faut, les Français ne savent pas ça parce qu'on ne se pose pas trop ce genre de questions, c'est loin. Mais c'est heureusement qu'on a ça, ça nous permet de mettre en place tout cet arsenal. Alors maintenant, vous me demandez si le gouvernement doit annuler des charges ou les reporter, ça, je vais prendre un joker, c'est pas de ma responsabilité. Alors après, pour que les entreprises ne soient pas obligées de déposer le bilan, il y a aussi parfois le problème des retards de paiement et des impayés, avec cet effet domino en cascade qui est dramatique. Est-ce que vous avez le moyen d'intervenir à ce niveau-là ? Écoutez, on a à peu près une augmentation de 60% des impayés, hein, globalement. On pouvait s'y attendre aussi, puisque certains ont vu leur chiffre d'affaires arriver à zéro d'un coup, ou presque. Nous avons fait deux choses. Nous avons évité, d'une part, nous avons suspendu toutes les cotations que nous affectons aux entreprises et qui permettent de les noter, d'évaluer la qualité de leurs risques pour les banques, hein, pour ceux qui leur prêtent. Nous avons éliminé tous les effets parasites potentiels des cotations d'impayés, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des problèmes qui étaient très contingents, très localisés, très urgents, et qui ne reflétaient pas la qualité des entreprises en général. Donc on a suspendu, c'est un peu dur à faire ces choses-là, parce que il y a un risque d'erreur important quand même, hein, mais on a quand même suspendu ces cotations d'impayés, et on a même, disons, donné un sérieux coup de frein aux autres cotations pour être sûr. Pourquoi ? Parce que nous notons la capacité d'une entreprise à survivre sur 3 ans. Et autant on peut examiner ce qui s'est passé l'an dernier, en général ça va plutôt bien dans la majeure partie des cas, et puis la situation actuelle, immédiate, et puis les projections dans le futur, dans les 2-3 années à venir. Et là, nous avons une telle inconnue, les chefs d'entreprise eux-mêmes, et je pourrais vous ça m'amuserait d'ailleurs de vous les lire, hein, les conclusions pour chaque secteur des chefs d'entreprise, c'est presque la même phrase, c'est on ne sait pas du tout, on ne peut pas faire de prévision, c'est l'inconnu total. Alors, on se souvient qu'avec la crise de 2008, Christian Jacques Berrel, il y avait eu l'instauration d'un médiateur du crédit, hein, au niveau national et dans toutes les régions. Est-ce que ce médiateur du crédit voit ses moyens aujourd'hui renforcés en cette période de crise, de nouvelles crises ? Je peux vous dire qu'il travaille jour et nuit. Hein. Mais d'abord, il n'est pas tout seul, heureusement. Il y a une médiation nationale qui, en fait, s'occupe beaucoup des questions qui remontent au plan national et qui conseille le gouvernement et d'ailleurs participe avec le gouvernement à cette fameuse cellule de crise sur les impayés. Vous les évoquiez tout à l'heure, hein, sur les impayés, les problèmes de trésorerie. Il y a eu quelques effets pervers en début de crise et on a été obligé, qui a obligé le gouvernement, le ministère des Finances et la Banque de France à mettre en place une cellule de crise qui est
constitue à la fois du médiateur. Alors, il y a deux médiateurs, il ne faut pas confondre. Souvent, les gens confondent. Il y a le médiateur des entreprises qui s'occupe du crédit interentreprise et il y a le médiateur du crédit qui s'occupe des banques. C'est-à-dire quand même le gros du financement bancaire. Et notre pays est très intermédiaire, c'est-à-dire les entreprises dépendent encore beaucoup du financement bancaire. Donc, cette médiation du crédit, elle était très forte. En 2008, elle a été créée pour ça d'ailleurs, parce que les banques ne se prêtaient plus entre elles et ne prêtaient plus aux entreprises. C'est un gros problème. Donc, on a créé la médiation du crédit pour ça. Elle a flambé évidemment tout de suite à ce moment-là. Ensuite, l'économie allant mieux, bien mieux au fil des années, même sans retrouver toujours les niveaux de 2008, on a quand même bien réglé un certain nombre de choses. Et la médiation du crédit est tombée à un niveau qui était un petit peu de... Vous savez, c'est le dernier recours à la médiation du crédit, c'est quand on vous a tout refusé. Donc bon, on est tombé à un niveau minimal. Aujourd'hui, en l'espace de 4 semaines dans la région, on a fait plus de 2 fois le nombre de saisines éligibles à la médiation du crédit qu'on avait fait au cours de toute l'année dernière. Donc ça veut dire que ça a flambé, évidemment. Ceci dit, en valeur absolue et en nombre d'interventions, ça reste encore heureusement très faible, ce qui veut dire que nous ne sommes pas, ou alors on n'est pas encore au bout du bout, ou alors tout de même, ce que nous supposons fortement, le système de mise en place des prêts, globalement, marche quand même assez bien, même s'il y a des remontées négatives. Et quand les remontées sont négatives, elles sont toujours très fortes. Parce que les gens s'expriment beaucoup plus quand ils ne sont pas contents que quand ils sont contents. À propos des... Mais alors, vous me dites les moyens de navigation. Des retards de paiement, Christian-Jacques Perret, est-ce que l'État est un bon élève déjà vis-à-vis des entreprises ? Mais écoutez, depuis toutes les mesures qui ont été prises depuis des années là-dessus, normalement, l'État paye à l'heure. Alors, les entreprises vous disent que non, parce qu'il y a des collectivités territoriales, il y a des ordres de service qui ne sont pas passés, où on change la date, etc. Enfin, on vous raconte un tas de choses. Globalement, sur les délais de paiement, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État donne le mauvais exemple. C'est pas toujours parfait, mais on peut pas dire qu'il donne le mauvais exemple. Et vous me posez la question de la médiation du crédit, je rappelle quand même qu'il y a un médiateur par département, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire un médiateur qui est responsable, et autour de lui, selon le nombre de dossiers, bien sûr, il s'entoure de plusieurs personnes, de plusieurs analystes. Voilà, on a donc toujours une centaine de médiateurs départementaux qui sont toujours en fonction, plus des correspondants TPE, PME, qui peuvent orienter les entreprises sans qu'elles soient forcément au niveau de la médiation. Et donc ça flambe un peu, mais ça flambe en pourcentage, mais pas en valeur absolue. Voilà, pour finir, combien de personnes sur le pont à l'échelle de l'ensemble de la direction régionale de la Banque de France dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Écoutez, sur le pont, il y a un peu moins de 500 personnes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Seulement, un certain nombre d'activités ont été mises à l'arrêt, je pense notamment aux fiduciaires. Alors, je ne peux pas vous donner les chiffres, je n'ai pas le droit, mais ça fait quand même du monde, du personnel ouvrier qui ne peut pas travailler pour la bonne raison que les usines sont fermées, si je puis dire. Mais pour l'effectif tertiaire, nous avons réussi à mettre en télétravail quasiment plus de 80% de l'effectif. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà, depuis quelques mois, quelques années, on anticipait déjà cette évolution de l'organisation du travail. Donc nous avons déjà un système de télétravail qui est au point. On a augmenté le nombre de jours, c'est tout. Et on a augmenté le nombre de personnes. Et d'un mot pour finir, le redémarrage de l'économie, pour vous, c'est pour quand Le redémarrage de l'économie, vous savez... Je pense qu'alors, d'une part, il y a une échéance qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est la question sanitaire. Ça, je ne suis pas médecin. Je ne maîtrise pas. Je peux faire comme tout le monde, c'est-à-dire croiser les doigts et souhaiter que ça s'arrête le plus vite possible, mais on nous explique que ce n'est pas si évident, que la crise a quand même frappé très durement. Ce que je pense quand même, c'est qu'il est sage d'organiser un redémarrage en plusieurs phases. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconstituer des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de transport, des chaînes de travail finalement, aussi de travail, de remettre les gens au travail, ce qui n'est pas toujours évident parce que tout le monde s'est organisé différemment. Donc ça nécessite une adaptation. Si tout le monde s'y met d'un coup, ça va être la pagaille. Il faut une certaine progressivité. Mais d'un autre côté, je me dis, et là c'est le citoyen qui parle, je me dis, il ne faut pas durer trop longtemps non plus, parce que les gens se fatiguent, il y en a beaucoup qui veulent retourner au travail, les entreprises sont pressées de retourner travailler tout simplement, même leurs salariés sont pressés d'aller au travail, et ne parlons pas évidemment des indépendants et des commerçants qui eux ont une urgence
particulière à ce sujet. Maintenant, ça dépendra des règlements sanitaires. Et je pense que c'est un exercice qui va être... Je plains ceux qui en sont chargés, franchement, parce que c'est un exercice qui est très délicat au plan technique, remettre en place toutes les chaînes sans désordre. Et d'un autre côté, on est un peu pressé par le temps quand même, parce qu'on ne peut pas se payer le luxe d'attendre un an sans travailler, en ayant plus du tiers de l'économie à l'arrêt, c'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup, Christian-Jacques Verret, d'avoir été notre invité donc, dans le journal Écho sur uniondécideurs.com. Et puis pour finir, un cocorico pour le groupe Tribune de Lyon qui vient de décrocher sa 5e étoile d'or consécutive ACPM OJD. La plus forte croissance et la plus forte progression des ventes de toute la presse française, c'est pour Tribune de Lyon. On en est très heureux. Tribune de Lyon et le groupe Rosebud, dont fait partie évidemment l'Union Décideurs. Merci à vous d'avoir été notre invité, Christian-Jacques Verret. On se retrouve la semaine prochaine pour le. Merci, au revoir. À une prochaine fois, au revoir.